Mesdames et messieurs, écoutez, je suis ravi de vous accueillir dans ce magnifique restaurant. Nous allons parler pour cette... c'est une première pour nous, pour cette première conférence de presse de la Centrale Canine. J'espère que ce ne sera pas la dernière et qu'on pourra régulièrement vous donner des informations sur justement le chien, cet animal de compagnie, de bonne compagnie que les Français plébiscitent de plus en plus, qui rentre de plus en plus dans notre société, qui rentre de plus en plus dans nos foyers. Et donc voilà, c'est vraiment le cœur de la vie des Français, le chien, c'est vraiment un membre de la famille à part entière. Et puis la Centrale Canine, voilà, ça fait 140 ans d'expérience puisqu'elle a été fondée en 1881 et elle est au service des chiens. Elle est au service des propriétaires de chiens. Et puis, je voulais justement profiter de cette conférence de presse pour bien montrer que nous aimons tous les chiens de race, mais je vais vous montrer aussi que tous les chiens nous intéressent et le bien-être de tous les chiens nous intéresse. Je vais d'abord me présenter. Donc je suis Alexandre Balzer, je suis le président de la Centrale Canine depuis maintenant 1 an. Ça fait une bonne quinzaine d'années que je suis dans la cynophilie et dans les activités bénévoles de la cynophilie. Je suis vétérinaire de formation, donc ça m'a aussi aidé à comprendre le monde du chien. Et puis je serai accompagné sur cette conférence de presse par le docteur Christophe Blanchard, qui est notre sociologue de l'université Sorbonne-Paris-Nord. Et puis je serai aussi accompagné de Fleur-Marie Missan, qui est ma directrice adjointe de la centrale, et puis André Varlet, le directeur de la centrale, qui viendra aussi vous présenter les grands moments à venir de notre maison. Donc le programme juste avant le repas, ce seront les résultats exclusifs de cette première enquête que nous avons demandé au CSA, les Français et les chiens. Et il y a vraiment des données qui sont extrêmement intéressantes. C'est la première fois qu'on fait ce type de photographie du chien dans notre société. Et puis on va voir après l'analyse donc de notre sociologue avec cette relation très spécifique maintenant entre l'homme et le chien. Elle l'était au départ plus utilitaire et qu'elle devient maintenant vraiment notre compagnon. Et puis je vous parlerai un petit peu de la centrale parce qu'elle fête ses 140 ans et que voilà, la place du chien a évolué dans la société, dans le cœur des Français. Et j'aimerais impulser cette dynamique au sein de cette vieille dame, 140 ans. Effectivement, on peut commencer à dire que c'est une vieille dame, mais elle est absolument pas poussiéreuse. Et il y a 70 salariés qui travaillent à Aubervilliers, au siège de la centrale. Et ils sont tous dans cette même dynamique. Et puis je vous montrerai les événements à venir de notre belle maison. La Centrale Canine, c'est, donc je vous ai dit, ça fait 140 ans, c'est la maison de la cynophilie. Elle a été fondée au départ par des chasseurs essentiellement, et puis progressivement, évidemment, toutes les races de chiens ont été intégrées dans la centrale. Et puis, c'est une association, évidemment, de loi 1901, reconnue d'utilité publique, et qui gère le livre des origines, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul livre des origines en France pour les chiens, et il est géré par la Centrale Canine. Son but, c'est vraiment l'amélioration et la reconstitution des races, garder la génétique, garder nos races patrimoniales. Il y en a 60 en France, des races patrimoniales françaises, et il faut garder cette génétique, il faut garder cette diversité canine, c'est important. Promouvoir les races de chiens en France, promouvoir les rôles du chien dans la société. Ils peuvent être très variés, ils peuvent être du chien qui va détecter les explosifs, il peut être des chiens d'intervention du RAID, mais c'est aussi des chiens qui sont des chiens qui vont aider les enfants en difficulté dans les écoles. On le verra tout à l'heure dans ce qu'on appelle les chiens héros. Ce sont des chiens qui ont été primés, qui sont effectivement des chiens qui rentrent dans les EHPAD, qui rentrent dans les écoles, qui rentrent dans les hôpitaux. Bref, il y a plein de rôles pour les chiens. C'est la défense aussi des intérêts de l'élevage canin et de ses éleveurs, et qui coordonne et fédère les 115 clubs de race et plus de 50 associations territoriales canines. Et puis il aurait fallu rajouter peut-être aussi les 1400 clubs d'utilisation, c'est-à-dire les 1400 clubs répartis sur le territoire en France, presque 1500, qui permettent l'éducation de tous les chiens, qu'ils soient de race ou pas de race. On aime tous les chiens, et cela, ça fait plus de 50 ans qu'il y a ces clubs d'utilisation qui éduquent les chiens dans les villes, dans les campagnes.
Le livre des origines, c'est le gage de qualité et de traçabilité. Vous verrez tout à l'heure dans l'enquête que c'est pour les Français quelque chose de très important, ce livre des origines. Il est plébiscité et connu par les Français. Il a été créé en 1885 et il répertorie les origines des chiens français de race. C'est le seul registre généalogique canin officiel et c'est un gage de qualité à la fois sur la morphologie, c'est surtout ce dont on entend parler, mais c'est aussi le comportement et la santé du chien parce que dans ce livre des origines sont aussi codifiés tous les examens de santé des reproducteurs et c'est essentiel pour avoir un chien beau, bon et en bonne santé. 2021, c'est l'année record aussi qui confirme l'intérêt des Français pour le chien de race, puisque les inscriptions au livre des origines ont bondi de 13%, et qu'on est maintenant le numéro 3 au niveau mondial de la FCI, au numéro 3 en nombre de possesseurs de chiens de race en France, derrière donc la Russie et le Japon. Et c'est vraiment le reflet de la vitalité de la cynophilie française, de l'éleveur, de l'élevage, et finalement de tout ce qui tourne autour de cette possession d'un animal dans la famille. Vous savez peut-être que sur le top 3, vous avez en numéro 1, c'est le berger australien en France. Numéro 2, c'est le golden retriever. Et numéro 3, c'est le berger belge, toujours. Voilà. Je vais laisser la place à Fleur-Marie, qui va vous présenter maintenant les résultats de cette enquête. S'il y a des questions tout à l'heure, vous n'hésitez pas, mais ce sera à la fin des présentations. Et puis j'ai oublié un tout petit mot, parce que je vous ai salué tous ceux dans la salle, mais j'ai oublié de saluer tous ceux qui sont sur le net en direct ou en replay. Et en tout cas, ceux qui sont déjà sur le net, vous avez le chat où vous pouvez poser toutes vos questions et on répondra à toutes vos questions, qu'elles soient en direct ou dans la salle ou sur le chat. Fleur-Marie, je te laisse la parole. Merci. Donc, je vais vous présenter les résultats de notre premier baromètre, les Français et leurs chiens. C'est une enquête que nous avons réalisée avec l'Institut CSA et le terrain a été effectué en décembre 2021 et donc on a eu bien sûr un échantillon représentatif de la population française. Donc cette enquête, l'objectif et ce qu'on en retire, c'est que le chien a une place de plus en plus centrale dans la société française en particulier. Donc on va le voir parmi tous ces chiffres. Le chien, c'est une passion française, on le sait, et ça s'illustre avec 84% des Français qui déclarent aimer les chiens et un Français sur 3 qui possède au moins un chien. Donc ça peut être 1, 2, 3, au moins donc un Français sur 3. Et on voit aussi que 21% des Français qui n'ont pas de chien ont le projet d'en accueillir un. Donc on voit vraiment que tous les Français ont envie d'avoir un chien chez eux. Alors, quels sont les chiens qui sont possédés par les Français ? Les chiens qui sont possédés par les Français, donc près d'un possesseur sur 2 déclare avoir un chien de race, donc un chien inscrit au LOF ou qui possède un pédigré. Et on voit donc on a posé la question de la taille pour avoir un petit peu une information sur les morphologies qui sont le plus plébiscitées pour les chiens. Et donc on a 47% des Français qui ont un chien de taille moyenne. Donc on a ici un dalmatien qui illustre, on va voir le berger australien ou le labrador qui rentre dans cette catégorie. Et puis on voit la catégorie juste en dessous, 5 à 10 kilos, qui représente aussi 29% des chiens possédés par les Français. Et donc là, ça va être aussi le beagle par exemple, etc. Et puis en dessous un petit peu moins et puis un petit peu moins au-dessus aussi. Quels sont les critères de choix pour choisir son chien ? Donc les critères les plus importants, donc c'est le caractère en numéro 1. On choisit un chien, une race de chien sur le caractère qu'on souhaite obtenir, enfin qu'on souhaite avoir. Donc pour 85% des Français, le gabarit qui rentre comme deuxième critère de choix. Et comme on l'a vu, donc plutôt un gabarit moyen finalement, moyen voire petit en fonction. Et puis son apparence. Son apparence, c'est le troisième critère. On cherche un chien qui nous plaît visuellement. Où est-ce qu'on les achète, ces chiens ? Ces chiens, on les trouve principalement chez un éleveur spécialisé. Donc un éleveur spécialisé, ça représente 35% des adoptions de chiens. Donc c'est la première source d'achat
de chiens en France aujourd'hui. Et puis juste en dessous, on a auprès d'un particulier. Et puis en dessous, on retrouve les refuges, SPA, etc. Donc pour nous, c'est très important ce chiffre de 35% chez un éleveur spécialisé, puisque c'est les éleveurs qu'on souhaite mettre en avant à la Société Centrale Canine. Et quels sont les avantages pour lesquels on va chercher un chien chez un éleveur? Ils sont évidents, c'est de bénéficier de conseils d'un expert de la race, d'obtenir la traçabilité des origines avec le livre des origines, puisque près de 2/3 des Français estiment que le LOF est un gage de qualité. Donc l'inscription au livre des origines est un gage de qualité pour eux. Et puis ça leur permet d'avoir des garanties sur la bonne santé du chiot et d'avoir des informations sur comment maintenir cette bonne santé tout au long de la vie de l'animal à travers les conseils que l'éleveur va leur procurer. Et puis ils vont avoir aussi le chien qui correspond à ce qu'ils recherchaient, puisque l'éleveur va leur faire un travail aussi d'information pour correspondre à leurs besoins et leur mode de vie. Donc les qualités qui ont été mises en avant par les Français pour leurs chiens, les principales qualités, c'est vraiment la fidélité, le caractère jovial. Donc ça, c'est des qualités qui sont reconnues par 9 Français sur 10 chez les chiens. Et puis on voit qu'en fait, toutes les qualités qu'on met en avant ici sont reconnues par la plupart des Français. On considère aussi qu'ils peuvent apporter une compensation affective, donc on pense notamment aux personnes qui ont été un petit peu plus seules, notamment aussi pendant la crise sanitaire qu'on a connue. On sait que le chien, c'est vraiment un animal qui est un animal de compagnie et qui nous apporte une compensation affective. 87% des Français lui attribuent le titre de meilleur ami de l'homme. On le sait, on l'utilise tous les jours. Et voilà, 9 Français sur 10 l'utilisent aussi. Et puis, 85% des Français le considèrent comme un membre de la famille à part entière. Donc ça, c'est super important et c'est quelque chose qui est encore augmenté quand on parle aux possesseurs de chiens. Donc pour eux, pour 94% des possesseurs de chiens, c'est un membre de leur famille. Point. Avec tout ce qu'il y a, tout ce que ça implique derrière. Donc on va ensuite demander aussi le rôle bénéfique qu'on pouvait reconnaître aux chiens par rapport aux côtés des enfants. Donc on sait que 9 Français sur 10 s'accordent à dire qu'un chien permet de sensibiliser les enfants au bien-être animal, quelque chose qui est de plus en plus important aujourd'hui. Et c'est vraiment une façon en fait pratique de leur apprendre le bien-être et comment prendre soin d'un animal. Et il permet aussi pour eux personnellement de les aider dans leur développement. Ça va être un compagnon qui les rassure, qui les apaise, et qui va leur permettre de grandir en toute confiance. Il a aussi un rôle protecteur, donc on retrouve ce côté de grandir en toute confiance, et confident puisque on va le considérer aussi comme un membre de notre famille, encore plus pour les enfants. Et puis ça permet de responsabiliser les enfants, comme je disais, de faire attention aux autres. C'est vraiment des choses qui sont apprises par le fait d'avoir un chien chez soi principalement, et puis plus largement d'avoir des chiens autour de soi. Quelles sont les qualités? Donc les qualités, on les a vues, mais en fait, pour développer toutes ces qualités, il faut évidemment que le chien soit éduqué, puisque toutes ces qualités-là, elles pourront être au maximum de leur capacité si on éduque le chien. Et ça, 95% des Français le savent, ils jugent évidemment que c'est indispensable d'éduquer son chien. Et près de la moitié se disent que c'est important pour eux d'avoir l'aide d'un expert éducateur. Donc par exemple, dans nos 1500 clubs d'éducation, voilà, on sait qu'ils ne se sentent pas tous capables de le faire tout seuls. Et effectivement, c'est vraiment quelque chose où on va avoir besoin d'un expert pour nous aider. Et donc, puisqu'ils ont une grande place dans nos foyers, ils ont évidemment une grande place, ou en tout cas on aimerait qu'ils aient beaucoup plus de place en dehors du foyer. Donc on en a un ici aujourd'hui au restaurant, et puis ce qu'on disait, c'était l'endroit principal où les gens souhaiteraient qu'il y ait plus de chiens, que les chiens soient mieux acceptés, c'est dans les EHPAD et les maisons de retraite, pour éviter de devoir se séparer de leurs chiens à l'entrée en EHPAD ou en maison de retraite. Donc ça, c'est près de 8 Français sur 10 qui considèrent qu'il faut faire un meilleur accueil aux chiens dans ces structures. Mais aussi dans les hébergements de vacances, pour 7 Français sur 10. Pourquoi? Puisque 8 possesseurs de chiens sur 10 partent en vacances avec leurs chiens, et donc ils aimeraient avoir plus de choix dans les endroits dans lesquels ils peuvent partir en vacances, tout simplement, et donc avoir plus de possibilités pour amener leurs chiens en vacances. Et puis, le dernier endroit où on les attend aussi, c'est au travail.
au travail, on a près de 4 Français sur 10 qui aimeraient qu'il y ait davantage, que les chiens soient davantage acceptés sur leur lieu de travail, alors qu'aujourd'hui, on a seulement 7% des employeurs qui l'autorisent. Donc on voit que c'est vraiment quelque chose qui est important et c'est vraiment un peu le dernier endroit où on aimerait retrouver aussi les chiens pour qu'ils puissent nous suivre en fait tout au long de notre journée et avoir pleinement leur place d'animal de compagnie. Donc c'est le dernier chiffre de notre enquête aujourd'hui qu'on voulait vous présenter pour vous montrer l'importance des chiens dans la société française. Je repasse la parole à Alexandre. Merci Fleur-Marie. Voilà, c'est une enquête qu'on trouve relativement riche. Effectivement, c'est une des premières fois qu'on l'a fait. Et puis, ce qui serait intéressant aussi, c'est de voir l'évolution progressivement. J'aimerais bien avoir l'avis de notre sociologue, si Christophe peut me rejoindre. Voilà, donc Christophe, sociologue, et donc tu travailles à l'université Paris 13. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Désolé, je suis arrivé un peu en retard, les problèmes de RER inévitables. Fleur-Marie a présenté finalement l'essentiel. Je vais juste vous donner quelques éléments contextuels du sociologue qui travaille sur ces questions en fait de façon très qualitative. Et finalement, ce qui est intéressant dans ces chiffres proposés, c'est qu'ils recoupent finalement ce qu'on retrouve dans les enquêtes de terrain que nous menons finalement auprès des propriétaires de chiens. Donc juste quelques éléments complémentaires pour bien avoir le contexte également de ces chiffres évoqués par Fleur-Marie. Donc finalement, le chien, ces dernières années, est vraiment rentré dans l'intimité des Français. C'est un terme important parce qu'en intégrant le foyer, il est sorti justement de cette zone dans laquelle on le retrouvait il y a une cinquantaine d'années à l'extérieur des maisons pour intégrer totalement l'univers familial et vivre finalement comme un membre à part entière de la famille. En sociologie, on évoque un changement de paradigme relationnel, c'est-à-dire le rapport des Français et de leurs chiens s'est totalement transformé ces dernières années. On note une évolution des sensibilités plus globalement sur les animaux, hein, les animaux domestiques, les animaux de compagnie. Et les chiens sont forcément, avec les chats certainement, mais les chiens sont les principaux bénéficiaires de ce changement de relationnel qui finalement leur apporte énormément, tout comme ce changement de paradigme apporte aux maîtres également. Donc en quoi consistent ces transformations des rapports des maîtres à leurs chiens ? Voilà pour le jeu de mots, hein, les Français sont des mordus de chiens, donc je vais revenir juste rapidement sur ces chiffres évoqués par Fleur-Marie. 33% possèdent un chien, un certain nombre envisagent d'en acquérir un, ceux qui n'en ont pas souhaiteraient en avoir, donc il y a une vraie appétence à cette possession de chiens qui n'est pas due simplement aux effets Covid, comme on l'a beaucoup dit, comme quoi, voilà, parce qu'on pouvait sortir plus facilement avec le chien, donc il y aurait eu une ruée vers ces chiens pour sortir. En fait, il y a des besoins de compensation souvent affective, Fleur-Marie l'a évoqué, et le chien, c'est une éponge émotionnelle, c'est un retour sur investissement émotionnel immédiat, et les Français sont très attentifs et sensibles à ce paramètre. Par contre, il y a des blocages qui sont liés justement à cette projection et à cette sensibilité accrue, c'est qu'il y a des freins par anticipation, en angoisse. Il y a beaucoup de personnes qui angoissent de faire l'acquisition d'un chien, d'adopter un chien, parce que
sa disparition, sa mort, qui est un sujet souvent tabou en fait, est appréhendé en fait comme, puisqu'il s'agit désormais d'un être vivant intégrant la famille, on le considère comme un membre à part entière de la famille. Donc sa mort angoisse, fait peur, et c'est souvent un point de blocage pour les futurs acquéreurs. Là-dessus, il y a des évolutions aussi législatives. Il y a un projet de loi qui est en cours, qui a été proposé en février 2022 pour éventuellement permettre à un propriétaire qui en ferait la demande d'être enterré avec, par exemple, les cendres de son chien. Donc ces transformations des rapports des maîtres à leurs chiens font du chien une valeur refuge avec une anthropomorphisation émotionnelle accrue des vertus humaines perdues. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce baratin? Ça veut dire qu'il y a une grosse projection qu'on retrouve dans les chiffres là qui viennent d'être évoqués, avec des Français qui revendiquent finalement pour attribuer des qualités à leurs chiens, des éléments liés à la fidélité, à la loyauté, au courage, finalement autant de vertus qu'on ne retrouve pas forcément, ou qu'on n'a plus l'impression de retrouver avec son voisin peut-être, dans une société dite de plus en plus individualiste. Finalement, le chien est l'être vivant qui ne va pas vous décevoir. Et les Français, dans les sondages qualitatifs ou quantitatifs, disent finalement la même chose. C'est un membre à part entière de la famille, qu'on associe évidemment à l'ensemble des activités de loisirs de la famille, la marche, les jeux avec les enfants. C'est une nouveauté en fait. Il faut imaginer qu'il y a 50 ans et 60 ans, aller faire des promenades en famille avec le chien, jouer au frisbee avec un chien, c'était pas forcément la fonction immédiate qu'on attribuait à cet animal. C'est un partenaire éducatif en puissance, ça a été évoqué, c'est-à-dire que cette projection qu'on porte au chien, on lui attribue des valeurs positives et ça devient bien souvent un modèle en fait éducatif pour la famille, pour les enfants. Et par mimétisme, il y a un jeu qui s'instaure comme ça, où certes on va considérer son chien comme à l'instar d'un enfant, en lui parlant comme un enfant, comme un bébé, mais pour les enfants humains de la famille, c'est aussi un modèle où les propriétaires vont pouvoir procéder à un certain nombre d'éléments éducatifs en disant bah voilà, tu vois comment il fait, sois attentif, fais pareil, etc. On le retrouve aussi comme un élément de la famille important. Un des signes de ça, c'est travailler sur les noms en fait, qu'on attribue aux chiens. L'onomastique, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Ces 20-30 dernières années, on a vu une évolution en fait, de ces noms qui... pareil, il y a 50, 60 ans, étaient très stéréotypés. On retrouvait les mêmes styles de noms donnés aux chiens. C'était des noms un peu neutres, Kiki, etc. Enfin, après, quand le chien mourait, on mettait un chiffre, Kiki 2, Kiki 3. Désormais, en fait, le chien devient un sujet à part entière. Il est identifié comme un individu singulier à qui on attribue un nom. Donc ça, c'est une évolution extrêmement importante. Et ce qui est intéressant aussi pour le sociologue, c'est de creuser finalement ce que signifient les noms donnés aux animaux. Et en travaillant la façon dont les gens donnent des noms à leurs animaux, on arrive à retracer des trajectoires biographiques des familles, parce qu'il n'est pas neutre de donner un nom à son chien.
Et donc, notre société, pour conclure, est-elle adaptée à la présence du chien à nos côtés ? Je dirais, ça évolue. J'ai vu en arrivant à la bourre quelques toutous à vos pieds. On progresse, mais il y a encore du boulot. Le problème de l'accueil est évidemment un problème récurrent. On a beaucoup parlé des EHPAD en mal ces dernières semaines. C'est vrai qu'il y a des blocages pour des gens qui ont vécu avec des animaux de compagnie et qui sont contraintes de vivre en dehors de leur maison, en EHPAD, etc., avoir cette rupture brutale, émotionnelle avec un animal sur lequel on a beaucoup investi, c'est un problème. La problématique des vacances, du travail évoqué par Fleur-Marie, sont des problèmes aujourd'hui de société, parce que ne pas trouver de réponse, de solution à ces problèmes, c'est inévitablement grossir les effectifs des refuges, des SPA, et les abandons qu'on voit en masse sont souvent liés justement à un écosystème qui n'est pas adapté à l'accueil des animaux. Donc l'objectif de la SCC, l'objectif de tous les partenaires de la cynophilie qui sont ici présents est évidemment de proposer aux propriétaires des façons de mieux éduquer, des outils d'éducation, non pas forcément des chiens, mais des maîtres en fait. Parce que l'éducation, elle se fait des deux côtés de la laisse, et c'est que comme ça qu'on peut imaginer une société où humains, chiens, animaux de compagnie vivront de façon plus harmonieuse. Alors il y a plusieurs choses qui font progresser un petit peu le schmilblick. Il y a la fameuse loi de novembre 2021 sur le bien-être animal qui a quand même repréciser des choses. Ça permet d'envisager aussi cette question et de prendre au sérieux cette question de la formation et de l'éducation des chiens et des maîtres, ce qui tient à cœur également à cette grande institution qu'est la Société Centrale Canine. Et du coup, si tout ça se fait avec intelligence dans un collectif de professionnels du chien et de propriétaires, on peut s'appuyer sur l'animal pour aider des personnes en difficulté, les personnes les plus précaires, à allier mieux grâce aux chiens. Donc la médiation animale et la médiation canine en sont des exemples frappants. C'est un champ qui est en train de se structurer. Là, par exemple, j'étais en retard parce que je viens de Carcassonne où l'armée française, en fait, coordonne un gros programme de médiation canine auprès des syndromes post-traumatiques. Donc même l'armée s'y met. Ça veut bien dire que s'appuyer sur le chien est aujourd'hui une ambition, une orientation sociale très positive pour l'ensemble des Français. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Christophe. J'espère que vous avez tout suivi. Spéciale dédicace à Anaïs qui était très fière de son jeu de mots. Bon, en tout cas, merci beaucoup à Fleur-Marie et à Christophe de nous avoir présenté à la fois les chiffres et puis un petit peu l'explication sociologique. C'est un magnifique tremplin sur cette partie-là maintenant où je voulais simplement vous présenter l'évolution de la centrale. Qu'est-ce que j'aimerais que l'on puisse faire avec la centrale canine, parce que donc je vous ai dit, elle fête ses 140 ans, mais c'est surtout renforcer ses engagements aux nouvelles attentes des Français. Vous avez compris que le chien a vraiment une autre place maintenant. Avant, il était attaché dans la niche, devant la ferme. C'était éventuellement le chien de chasse, c'est-à-dire l'utilitaire que l'on prenait. Et bien maintenant, c'est vraiment devenu un membre de la famille, et ça, c'est extrêmement important, et ça modifie complètement la relation que l'on a avec son chien. Finalement, c'est ce que l'on vit tous les jours, moi en tant que praticien ou vous en tant que journaliste qui s'occupait particulièrement des animaux. On se rend compte que voilà, il y a vraiment une attente des gens d'avoir une information précise sur le chien, et c'est vraiment ce que la centrale aimerait faire maintenant, c'est que l'on devienne
ce que l'on pourrait appeler un petit peu la maison du chien. C'est un grand mot, mais c'est surtout pour dire que nous voulons nous occuper de tous les chiens, c'est-à-dire qu'ils soient de race ou pas de race, c'est pareil, ils ont besoin d'éducation, ils ont besoin de santé, ils ont besoin d'intégration dans la société, et finalement qu'on ait un chien en EHPAD, qu'il vienne d'un chien, que ce soit un chien issu du LOF ou un autre chien, eh bien c'est tout à fait pareil pour nous, on aime tous les chiens, et d'ailleurs on voit que 75% des Français, même plus quand ils sont déjà possesseurs de chiens, sont intéressés par une ressource globale qui pourrait parler du chien, sur sa santé, son éducation, son intégration au travail, dans les EHPAD, etc. C'est très important et c'est vraiment une attente réelle sociétale et on veut absolument y répondre. Et c'est pour ça que nous, à la centrale, nous avons toutes ces données-là. On sait éduquer les chiens. On connaît la santé des chiens, on connaît éventuellement les origines, on peut vous indiquer aussi des comportements spécifiques de certaines races ou de certains types raciaux si vraiment on ne veut pas forcément un chien de race. Et bien ça on est capable de le faire, donc l'idée c'est vraiment que la centrale devienne un petit peu la référence. Nous on n'a rien à vendre. On n'est pas proactif dans la vente de chiens. On n'a pas de site internet où à 200 € vous avez un chien ou à 30. Non, c'est pas notre problème. Nous, notre problème, c'est d'éduquer les gens pour que les chiens soient bien dans leur petit coussinet. Voilà, c'est mimi, mais c'est vraiment ça. Vous savez déjà qu'on a un certain nombre d'activités au sein de la centrale qui sont ouvertes à tous les chiens, qu'ils soient de race ou non de race. On pense à l'agility, c'est le plus connu. Mais je vous parlais des chiens visiteurs, ces chiens qui vont dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux. Eh bien, ce sont des chiens de race et non race. On forme tous les chiens dans nos 1400 clubs d'utilisation. Vous pouvez faire du frisbee, vous pouvez faire de la randonnée, ça s'appelle du cani-randonnée. Vous avez de la cani-marche, vous avez de la cani-VTT. Vous avez du canicross pour les plus sportifs. Et puis après, il y a plein d'autres domaines, de la recherche utilitaire. C'est hyper passionnant de voir le chien qui est capable de renifler la trace d'une personne 48 heures après son passage alors qu'il a plu et que cette personne est passée dans un marché. Eh ben, votre kiki à vous pouvez le former pour qu'il retrouve cette personne à 5 km d'ici. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Et ce sont des choses qu'on peut mettre en valeur et n'importe quel kiki, qui s'appelle Mozart, Beethoven ou Kiki 3. Voilà, c'est votre choix. C'est aussi donner un souffle de développement à l'école du chiot. Vous savez que l'école du chiot, ça fait plus de 15 ans maintenant que nous avons des partenariats avec les mairies, qu'il y a dans les clubs d'éducation des écoles du chiot. C'est quoi? C'est les premiers mois de la vie du chiot sont fondamentaux pour l'éducation de ce chien, pour qu'il s'ouvre au monde. Et c'est dans ces écoles-là où ce sont des structures bien spécifiques avec des moniteurs en éducation qui sont formés par la centrale canine, qui sont destinés vraiment aux chiots pour qu'ils apprennent la vie, pour qu'ils apprennent à être finalement bien dans notre société. C'est sûr qu'on ne lui apprend pas la même chose quand on est au fin fond du Larzac, quand on est à Boulogne en plein centre-ville. Eh bien tout ça, c'est des apprentissages qu'on peut faire dans les clubs d'éducation avec l'école du chiot et évidemment toute l'éducation canine. Celui qui a un chien de 4 ans, il peut toujours venir l'éduquer. C'est peut-être un peu plus long, un peu plus difficile suivant ce qu'il a vécu avant, mais c'est faisable. Développer des programmes pour favoriser la santé et le bien-être des chiens, j'y reviens juste après, et puis créer des événements rassembleurs. Ça c'est André tout à l'heure qui va vous en parler un petit peu plus. On aimerait monter une espèce de journée du chien qu'on pourrait dupliquer dans nos clubs déjà, ça fait 1400 points, et puis avec les mairies. Enfin voilà, j'aimerais vraiment qu'on parle du chien comme maintenant d'un compagnon et pas forcément juste du chien utilitaire. Santé, bien-être, intégration, on veut renforcer nos engagements pour répondre justement à cette attente, pour répondre finalement aussi à l'attente du chien. Santé, vous voyez qu'il y a plus d'1 million d'euros investis sur 5 ans dans les recherches pour la santé du chien. Et là, au départ, c'est le chien de race, mais les études montrent que finalement les maladies génétiques existent aussi chez les chiens dits non de race. Ils ont les mêmes maladies génétiques, donc si on trouve des médicaments, si on trouve des pistes médicales, des pistes pour pouvoir soigner ces maladies-là, elles pourront se dupliquer à tous les chiens, qu'ils soient de race ou pas de race. Il y a des projets nationaux et internationaux, c'est des investissements qui se poursuivent, et ça c'est avec notre partenaire Agria qu'on a mis en place ce fonds de recherche. On cherche aussi à mieux intégrer le chien dans la société. On en a parlé, c'est le chien au travail.
La centrale d'ailleurs est proactive dans ce domaine puisque maintenant tous les salariés de la centrale peuvent venir avec leurs chiens. Donc ça fait maintenant presque 6 mois que tout a été mis en place pour que justement on puisse les accueillir le mieux possible. Donc tous nos salariés peuvent venir avec leurs chiens. Et puis si vous venez visiter la centrale, si vous venez visiter le 5e étage, nous avons notre magnifique médiathèque avec pratiquement tout ce que l'on peut trouver sur le chien. Vous pourrez le trouver à la médiathèque, vous pouvez venir avec votre chien. Voilà. Ça nous fera très plaisir de faire une photo avec votre chien et en train de lire un livre. Voilà. On a des livres pour chiens. Voilà. Le pet at work, comme ça se dit là pour faire classe, eh bien c'est simplement aussi c'est le bien-être du salarié. Ce salarié qui va pouvoir faire peut-être éventuellement une heure sup parce qu'il est sûr que Kiki sera promené justement, hein, Kiki 1, Kiki 2 ou Kiki 3. J'ai bien compris. Et puis on a des travaux en cours avec la mairie de Paris, en particulier à Suresnes, où il y a des programmes où là aussi on peut amener son chien au travail. Et puis il y a avec la mairie de Paris pour sensibiliser les jeunes via des programmes éducatifs. Le but, c'est vraiment que la centrale réponde à toutes ces attentes sociétales. On a toutes les capacités de le faire, et bien maintenant on va le proposer justement au plus grand nombre. Pour ça aussi, il faut informer les propriétaires. Donc on va lancer une grande campagne d'information pour partager notre savoir-faire. On va avoir la publication mi-mai d'un guide pour vivre en harmonie avec son chien. Alors celui-ci est fait en partenariat avec Mon Jardin et Ma Maison, et puis avec Laetitia. J'ai le plaisir de travailler avec elle sur les podcasts qui sont consacrés aux chiens. Comment on choisit un chien, comment ne pas se faire arnaquer sur une petite annonce, comment on accueille son chien à la maison, comment on va éduquer son chien. Et puis il y a le tout dernier podcast qu'on a fait, le dernier de la liste, c'était comment malheureusement ça se finit. Donc qu'est-ce qui se passe quand le chien décède? Eh bien oui, c'est important d'en parler. Eh bien voilà, ça c'est un des rôles de la centrale aussi qu'on veut avoir. On va faire aussi des web-séries. On a 9 vidéos c'est avec Néo sur la vie de chien. Alors là, on parlait tout à l'heure des chiens. C'était Gérard qui nous parlait, Christophe tout à l'heure qui nous parlait de chiens qui aidaient dans l'armée pour les syndromes post-traumatiques. Eh bien, il y a une vidéo justement sur ce type de chien. Il y a une vidéo sur un dalmatien qui va dans les écoles pour les enfants en difficulté. En gros, c'est des vidéos qui sont pour montrer le bien-être humain que l'on peut avoir en ayant un chien qui lui aussi ressent son bien-être. Voilà, c'est des vidéos très positives pour montrer qu'on vit en harmonie avec le chien. Et puis après, il y aura une web-série de 8 vidéos dédiées aux chiens de chasse. L'idée, c'est vraiment de montrer l'éducation, le bien-être du chien et les spécificités des races. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse à la centrale, c'est vraiment la capacité du chien à avoir un cocker grouillant qui va chercher, grouillant, c'est vraiment le terme de la chasse de ce cocker, parce que vous allez le voir fouiner à droite à gauche pour faire lever justement le gibier. Voilà, il y a des chiens de sang aussi pour récupérer les animaux qui ont pu être blessés. Voilà, et bien c'est ces chiens qui vont pouvoir suivre la trace du chien. Donc voilà, c'est tous ces conseils qu'on va pouvoir donner aussi aux chasseurs. Le but, c'est vraiment d'intégrer notre chien le plus possible dans notre société. Alors il y a des évolutions, il y a la chasse qui est en évolution, il y a plein de choses qui sont en évolution. Eh bien, il faut qu'on l'accompagne, il faut qu'on accompagne les propriétaires qui peuvent se sentir perdus. J'ai trop souvent, moi, à la clinique, des gens qui viennent en me disant, j'ai acheté un chien, il faisait 2 kilos quand je l'ai acheté, maintenant je me retrouve avec un Saint-Bernard de 80 kilos, mais j'ai un studio et je suis en centre-ville. Oui, c'est un problème. Alors c'est une caricature, mais le pire c'est qu'elle est vraie. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire c'est un manque d'information des propriétaires, et le but, j'aimerais beaucoup que, comme on n'a rien à vendre, que les gens se disent, tiens, si j'ai une question à propos du chien, qu'on vienne à la centrale, parce que nous on a la possibilité de les informer. Après, avec cette information, ils font ce qu'ils veulent. On ne va pas les orienter spécifiquement, mais au moins qu'ils aient l'information pour que l'achat se fasse en bonne connaissance de cause, l'adoption se fasse en bonne connaissance de cause, et vraisemblablement, du coup, on aura moins d'abandon aussi. Je laisse la parole à mon directeur, André Varlet, qui va nous présenter les grands points marquants de l'année ou des 2 années à venir, parce qu'on a vraiment de grandes manifestations et qui me tiennent très fortement à cœur. Voilà, merci Président. Bonjour à toutes et à tous. Donc la centrale canine, effectivement, on a pu vous faire une rétrospective des enquêtes qui étaient menées, qui se referont tous les ans ou tous les 2 ans, enfin ce sera à voir, pour avoir un suivi un peu sur ces résultats dont vous avez pu faire prendre connaissance pour la première fois. Nous avons une série d'actions dans le futur, effectivement, on va dire à horizon 2030,
pour justement positionner la centrale canine comme l'acteur incontournable de tout ce qui tourne autour du chien en France. Bon, bien sûr, la centrale canine n'est pas seule. Hein. Pour rappel, elle fait partie d'une fédération qui s'appelle la Fédération Zoologique Internationale, qui regroupe à peu près 90 pays. Donc, on va dire, nous faisons partie d'un mouvement mondial pour la promotion du chien, l'utilisation du chien, l'amélioration des races canines et plus globalement de l'acceptabilité et du développement du chien dans la société. Voilà. Donc, dans les manifestations que nous allons développer, donc pour ceux qui sont déjà venus à la cérémonie des chiens héros, depuis 4 ans, nous avons commencé à émettre le concept de développer, de trouver les financements et de mettre en place un monument, une stèle mémorielle pour en souvenir de ce que le chien fait pour l'homme. Alors cette stèle mémorielle, au début, on en a parlé avec les grands responsables militaires des différentes administrations. Bien sûr, ça s'est lancé au moment des cérémonies de la Première Guerre mondiale. Donc c'était premièrement le souvenir des sacrifices de ces milliers de chiens, comme des chevaux et des pigeons également, des animaux au sens large qui ont été sacrifiés pendant la Grande Guerre. Et depuis, le chien a été utilisé dans différentes administrations, dans différentes instances, au service des handicapés. Par exemple, la guerre 14-18, ça a été la mise en place des chiens guides de malvoyants, avec les gaz de combat. Il y a eu beaucoup de poilus, beaucoup de militaires qui sont devenus aveugles. Ça a été le développement du besoin. Comment avoir un chien qui puisse aider? Ça a été le départ des écoles pour malvoyants. Donc, là maintenant, la stèle a été coulée chez un grand fondeur de la région parisienne. Elle est en place pour pouvoir être... nous sommes en discussion, mais ça y est, ça se termine, c'est quasiment réglé. Pour l'installer à Suippes. Suippes, c'est une ville dans la Marne qui est à côté de Reims. Alors ça a une symbolique particulière parce que Suippes, c'est la ville qui accueille le 132e régiment cynophile de l'armée de terre, qui est le plus grand régiment cynophile d'Europe. Hein, vous avez 800 chiens qui sont présents dans ce régiment. C'est un régiment qui s'occupe également du recrutement des chiens et de la formation des cynophiles des différentes administrations françaises. Suippes est en contact également, le 132e, c'est la tradition du 132e régiment d'infanterie de forteresse qui était à Reims. Et Reims était une ville martyre pendant ce premier conflit mondial. Et donc, d'ailleurs, sur l'insigne du régiment, il y a la cathédrale de Reims. Donc, c'est en partenariat, on va dire, en présence des responsables de la mairie de Reims, des gens de Suippes. On a donc sur la place de Suippes trouvé l'endroit pour installer cette stèle. Comme dit le colonel commandant le régiment, les gars, ça leur fera du sport parce qu'il y a 8 bornes. Donc ils iront en courant, ils reviendront. Ça leur rappellera les souvenirs des chiens. En même temps, ça leur fera un peu de sport. Donc l'idée, c'est de coupler la mise en place de cette stèle, la mise en place de cette stèle qui est une volonté de la centrale canine, qui était vraiment depuis toujours dans l'ensemble des administrations, des gens, des cynophiles, c'était on n'a pas apporté aux chiens quelque chose pour rendre compte de leur sacrifice ou de ce qu'ils ont pu apporter au service de l'homme. Donc cette stèle va permettre de concrétiser ce mouvement, mais la mise en place de cette stèle, c'est pas une fin en soi, c'est un début. Le président, le comité de la centrale canine a souhaité que ce soit le départ pour lancer des différents concepts et entre autres de lancer à l'occasion de la fête des animaux qui est toujours début octobre. Dans d'autres temps, j'étais à la mairie de Paris avec Madame Debout, on organisait une énorme fête des animaux à l'hippodrome de Vincennes où venaient des dizaines de milliers de personnes. Donc à cette date de début octobre, l'idée de lancer un mouvement national auprès de toutes les mairies de France en nous appuyant sur notre maillage national de nos près de 1500 associations d'éducation et d'utilisation. Donc le but, le timing serait certainement l'inauguration de la stèle la semaine précédant le week-end pour faire venir les gens des corps diplomatiques des pays concernés, pour faire venir les responsables des différentes administrations, des différents ministères, en sachant que tous les ans, il y aura donc une cérémonie mémorielle qui se fera à Suippes pour rappeler tout ce que le chien peut nous apporter. Et donc pendant le week-end, le lancement de cette journée nationale du chien. Alors, on n'invente rien. Les Anglais en ont une également, les Allemands en ont une. Il y a d'autres pays qui ont déjà lancé ce type de manifestation. Cette idée quand même, c'est en nous appuyant sur des éléments de langage, des documents pédagogiques,
des jeux, des animations et tout ça, de donner aux mairies, avec les clubs, le moyen de répondre aux attentes de leurs administrés pour les problèmes qui les concernent, à savoir comment mon chien se comporte en ville, quels sont les risques d'un chien chez moi, les accidents domestiques. Nous avions déjà mis en place, il y a une quinzaine d'années, des petits jeux interactifs, Loupi, Loupi 1, Loupi 2, que nous allons remettre au goût du jour au niveau des graphismes et tout ça, parce que ce sont des produits qui doivent évoluer. Et donc cet événement donc annuel permettra de mettre en avant donc les capacités exceptionnelles du chien et l'ensemble des activités que l'on peut pratiquer avec ces chiens. On pourrait dire que sur une place de village ou d'une ville à proximité, on fasse venir localement les associations de protection animale, le gendarme cynophile, les acteurs locaux du chien, pour permettre, ça sera un peu ce modèle que nous allons lancer sur le parvis d'Hôtel de Ville à Paris, et de pouvoir répondre à tous les Parisiens, par exemple, sur tout ce qu'ils rencontrent comme problème, et de pouvoir échanger avec la municipalité, avec les services constitués. Quand j'étais à la mairie de Paris, justement, on avait fait de très gros programmes pédagogiques de formation des agents de la voirie, des agents des espaces verts, pour savoir comment on discute avec les chiens. Et voilà. Ensuite, Arnaud. Tu passes au suivant. Voilà, dans les événements qui vont arriver également, nous avons Hélène et Anne-Marie qui sont des acteurs importants de la mise en place de cette European Dog Show. Donc la centrale canine, je vous disais tout à l'heure, fait partie d'une fédération mondiale. Dans cette fédération mondiale, il y a ce sont des sections, section Asie, section Afrique, section Europe. Et donc dans la section Europe, nous avons, grâce à Anne-Marie Classe, notre secrétaire générale, nous avons pu déposer un dossier il y a quelques années pour pouvoir organiser ce championnat d'Europe du chien de race. Bon, je peux vous dire que ça n'a pas été facile parce qu'avec le Covid, entre-temps, il y a eu des choses qui ont été annulées, qui ont été reportées. Enfin bref, ça n'a pas été très simple. En attendant, on y arrive. Et donc du 22 au 24 avril, nous organisons cette manifestation. Donc nous avons plus de 17 000 chiens qui sont en place. Et donc ça se passera au parc d'exposition de Paris-Nord-Villepinte, dans les halls 5A et 5B. Donc Hélène Denis, qui est là, notre vice-présidente, s'est beaucoup occupée avec Jacques Médard-Mangin, notre trésorier adjoint, de toute la partie cartel de juges. Et ça n'a pas été facile parce que c'est un cartel de juges qui viennent du monde entier. Donc il faut gérer les secrétariats. Enfin, c'est une énorme machine qui se déroulera à Villepinte. Vous êtes tous invités à venir nous rejoindre. Et c'est un événement où nous avions fait la mondiale. On va dire tous les 10 ans à peu près, la centrale canine se porte en candidat pour organiser soit un championnat d'Europe et un championnat du monde. Donc vous êtes tous invités à venir voir cette grande fête du chien. Il y aura également toutes les administrations françaises qui sont invitées. Il y aura des démonstrations pendant les 3 jours non-stop et plein de stands pour répondre à vos attentes ou à vos questionnements sur le chien et tout ce qu'il y a autour du chien. Alors, bien sûr, le trophée des chiens héros, donc ça, c'est déjà maintenant une classique. On le fait à peu près tous les 18 mois. Donc c'est fait à l'Hôtel de Ville de Paris. Donc nous avons pu récompenser, grâce à cette fête des chiens héros, vraiment des chiens méritants. Alors les chiens méritants, pour ceux qui sont venus, mais pour ceux qui connaissent moins l'événement, ça peut être un chien qui va dans une école et qui aide des enfants à suivre leur cursus scolaire. Ça peut être des chiens qui vont dans les EHPAD. Ça peut être également un chien qui a été blessé ou dont le maître a été grièvement blessé en Afghanistan quand nous y étions, ou encore dans l'Afrique sahélienne à l'heure actuelle, où nous avons encore beaucoup d'équipes cynophiles qui protègent nos soldats, les campements, et qui vont à l'avant des patrouilles pour éviter que nos soldats se fassent prendre dans des embuscades, par exemple. Donc, alors on a déjà récompensé donc une quarantaine de binômes maître-chien. En fin d'année, on lancera les inscriptions. Et cette cérémonie de remise des trophées des chiens héros, ce sera au 2e semestre 2023. Toujours à la mairie de Paris, qu'on remercie, parce que la mairie de Paris, premièrement, nous accueille dans le cadre des salons de l'Hôtel de Ville. C'est quand même un endroit prestigieux, nous accueille gratuitement. Et ensuite, nous voulons développer le relationnel, en sachant que c'est un laboratoire exemplaire, par exemple, pour montrer au niveau des municipalités françaises ce que l'on peut faire, voilà, sur le chien. Voilà, je repasse la parole à mon président. Merci beaucoup André. Vous voyez que
La centrale canine se veut vraiment être la maison du chien. Voilà, il y a de la place pour tout le monde et c'est vraiment ce que je veux marteler aujourd'hui. C'est vraiment que nous soyons tous heureux avec nos chiens et avec des chiens eux-mêmes heureux. On l'a vu, hein, 84% des Français aiment leurs chiens. Oui, on a beaucoup d'abandons en France. Il faudra peut-être d'abord classer ce que sont les abandons, parce que ce que j'en discutais avec le député d'Ombreval, justement, c'était lui qui portait cette idée de pouvoir se faire enterrer avec nos cendres, avec le chien. C'est bien, mais avant d'être enterré, il faut déjà pouvoir vivre avec lui et jusqu'au bout. Et peut-être qu'on passe tous avant de passer, enfin j'espère qu'on passe tous avant d'aller au cimetière, qu'on passe par l'EHPAD. C'est plutôt bon signe, hein, quand on finit quand même tranquillement. Alors pas forcément l'EHPAD, hein, ça pourrait être à la maison aussi, hein, je comprends tout à fait. Hein, je suis pas spécialement adepte de l'EHPAD, mais si on pouvait éviter de passer de la vie active directement au cimetière, j'aimerais bien emmener mon chien aussi un peu plus loin. Donc ça c'est important, 33% des Français ont un chien. On voit d'ailleurs qu'avec le Covid, il y a eu beaucoup d'adoptions. Il n'y a pas eu ce rebond d'abandon, donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont eu des chiens. On voit quand même que chez les vétos, on a, dans toutes les cliniques de France, il y a une augmentation des soins, hein, presque 15% depuis 2 ans. C'est extraordinaire, mais ça montre aussi simplement cet attachement. Les Français ont peut-être eu plus de temps, peut-être un peu d'argent, j'en sais rien avec les aides, mais en tout cas, ils ont l'envie de faire soigner leur chien et que leur chien soit bien, et ça, c'est vraiment formidable. Et puis, ce qui est amusant, c'est que parmi ceux qui en ont pas, il y en a 21% qui en veulent un. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, centrale canine, grande maison du chien, on veut répondre, on veut être l'interlocuteur privilégié, on veut répondre aux attentes, on sait faire, on a toutes les données pour le faire, donc voilà, maintenant on veut juste que les gens sachent qu'on peut le faire, qu'on veut les intégrer, et puis vous avez compris qu'il y a des événements majeurs, vous êtes tous les bienvenus. Si jamais vous n'avez pas eu d'invitation, vous passez par notre agence Adocom, vous passez directement par mes services, et puis on sera ravis d'être à vos côtés. Je sais qu'il va y avoir des questions. De toute façon, je pense qu'on commence tous à avoir un petit peu faim, donc on va peut-être lancer en même temps le repas, comme ça on pourra faire les questions en même temps qu'on mange, hein, parce que voilà, ça donne faim. Et puis je voulais vraiment vous remercier d'être venus. C'est un projet qui nous tient tous à cœur à la centrale, et bien ça me fait très très plaisir de voir qu'on va pouvoir développer cette maison du chien pour le chien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Mais je vais peut-être demander à André et à Fleur-Marie de me rejoindre directement, parce que les questions ne sont pas forcément adressées qu'à moi. Je vous écoute. Bonjour, Catherine Montbreau pour le magazine Top Parents. Je suis passionnée de chiens et j'en ai à la maison. Et j'ai une question à vous poser, parce qu'au niveau des EHPAD, il y a souvent des problèmes. J'entends parler autour de moi beaucoup de problèmes, parce que beaucoup des personnels d'EHPAD ne sont pas très gentils avec les chiens ou refusent l'entrée des chiens dans les EHPAD. Alors est-ce que vous prévoyez une formation pour eux aussi, une action quand même plus importante? Alors nous avons déjà cette action depuis plusieurs années grâce aux chiens visiteurs, c'est-à-dire que nous formons des chiens dans nos structures pour avoir des chiens qui sont particulièrement adaptés à la vie, à aller voir des gens. Alors j'en fais partie, j'ai un de mes chiens qui était chien visiteur. Alors elle l'était parce que maintenant elle a 12 ans et que la pauvre Terre-Neuve, je vais pas l'emmener, mais elle adorait ça. Et alors c'était une taille qui était pratique pour les personnes en EHPAD, parce qu'ils pouvaient la caresser de leur fauteuil. Elle était adorable et gentille, évidemment, elle a été formée pour ça. Et à partir du moment où vous avez un groupe de personnes avec le chien qui vont voir dans l'EHPAD, généralement on y rentre plus facilement. Là où c'est plus difficile encore, c'est les hôpitaux. Il y a un énorme frein que le chien serait vecteur de maladies, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais ça, c'est de l'explication. Alors oui, le rôle de la centrale dans la maison du chien, c'est justement de contribuer à cette information-là, que le chien a toute sa place dans les EHPAD, dans les hôpitaux, dans les crèches, dans les écoles. Ça se fait petit à petit, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais vous avez tout à fait raison, il y a des gros freins par des gens souvent qui n'y connaissent pas, qui connaissent rien dans le monde du chien, parce que très souvent, quand dans l'équipe, on arrive à avoir quelqu'un de l'équipe qui, alors miracle, se forme aux chiens visiteurs, alors là, généralement, en peu de temps, on a plusieurs chiens visiteurs qui rentrent dans la structure. Et c'est souvent un frein purement psychologique de la part des encadrants. Et oui, vous avez tout à fait raison, il faut que la maison du chien contribue à ça. Christophe ?
Oui, peut-être pour compléter, en fait, moi je travaille beaucoup en fait d'un point de vue là encore sociologique, anthropologique, sur l'intégration du chien dans la société et sur les blocages parfois professionnels liés à cette intégration. Il y a beaucoup d'exclusion finalement de personnes. Vous avez évoqué des personnes âgées en EHPAD qui parfois ont des chiens, mais les personnels ne sont pas formés. En fait, c'est un problème de formation. Dans le secteur social de première ligne sur lequel je travaille beaucoup avec des personnes à la rue accompagnées de chiens qui se voient refuser l'accès des structures, les CHRS, CHU, parce qu'elles ont des animaux. Et par méconnaissance, le problème, c'est que par manque de formation, les professionnels contribuent à exclure encore plus, alors que le chien, pour un certain nombre de personnes, fait partie de leur existence. Donc là, ce que Alexandre a évoqué et ce que nous développons aussi à l'université, ce sont des formations pour des professionnels afin que justement le chien ou l'animal de compagnie ne soit plus un point de blocage et qu'on se cache derrière des réglementations internes, des règlements intérieurs qui sont très excluants finalement. Donc ça fait partie des enjeux évoqués par André Varlet, un horizon 2030, mais je l'espère encore plus rapide désormais avec cette dynamique. Merci beaucoup. Oui, il y a une question juste devant. Allô ? Ça doit marcher. 1, 2, 1, 2. Ouais, Voilà. Louis Salé pour Europe 1. Je voulais savoir un petit peu par rapport à l'enquête. Donc pour vous, c'est le premier baromètre qui s'intéresse aux Français et aux chiens. Est-ce que c'est le premier baromètre de cette ampleur qui est mené sur cette question-là ? Et qu'est-ce qui a conduit à lancer ce baromètre ? Est-ce que voilà, il y a un contexte particulier ? Je ne sais pas, vu que pendant ces présidentielles, on s'est particulièrement intéressé au bien-être animal. Est-ce que voilà, il y avait un contexte particulier par rapport à la naissance de ce baromètre ? Merci. Alors, à ma connaissance, c'est le premier baromètre aussi important. Oui, tout à fait. Bien entendu, on a suivi aussi l'évolution sociétale, c'est-à-dire que ce baromètre n'est pas arrivé alors que tout le monde se moque des animaux. On a bien compris que l'animal prend une plus grande place dans le cœur des Français. Et puis... mais je voudrais pas non plus... je pense que c'était le bon moment pour la centrale de bouger maintenant. Alors peut-être que l'arrivée d'un nouveau président, peut-être que l'arrivée d'une nouvelle équipe, peut-être que l'arrivée de Fleur Marie, j'en sais rien. Enfin voilà, on veut bouger, on veut moderniser, on veut pas... On a entendu parfois des phrases désagréables concernant la centrale, que c'était quelque chose de vieillissant, que ça n'évoluait pas, que c'était encore que des chasseurs. Ben non, c'est pas vrai. Et ça me tenait à cœur, moi, que ça sache que c'est pas vrai. Ça fait de très très nombreuses années. Les chiens visiteurs, ça fait 20 ans qu'on en forme dans les clubs d'éducation. Donc c'est pas hier qu'on a découvert que le chien s'intégrait dans la ville. Les premiers partenariats avec l'école du chiot datent de 1980. Donc voilà, c'est quelque chose ça fait beaucoup de temps qu'on ça. Mais là, c'était vraiment l'occasion de montrer tout ce qu'on sait faire et tout ce qu'on peut faire avec le chien. Par rapport au... Ouais, du coup, heureusement que mon avion est arrivé à l'heure parce que, en fait, ce genre de baromètre généralement existe, mais c'est des baromètres qui sont souvent commandés par des marchands de croquettes, en fait. Et là, ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est que c'est une enquête qui émane d'une entité, comme l'a dit Alexandre, qui n'a rien à vendre et à gagner. C'est une photographie à un moment donné qui permet d'avoir une vision large. Et ce qui est intéressant, c'est que comme on croise nos données, on peut croiser ça avec des enquêtes qualitatives aussi que nous menons en termes de recherche. Donc c'est peut-être ça la nuance. Il existe des études régulières, mais le prisme n'est pas le même. Merci. Oui. Oui, merci en tout cas pour ces chiffres et cette photographie, je trouve qui est extrêmement encourageante par rapport à la place du chien aujourd'hui en France. Est-ce que vous avez également des chiffres ou ce genre de baromètre dans des pays européens pour voir s'il y a des spécificités françaises et si on se distingue d'une façon ou d'une autre par rapport à nos voisins, ou est-ce qu'on est à peu près dans les mêmes chiffres ?
Oui, alors auprès des Kennel Club avec qui nous travaillons habituellement, nous voyons passer des statistiques. Alors on va dire que dans la plupart des pays d'Europe, il y a des baromètres qui correspondent au baromètre des acteurs du pet food, qui par définition ont un intérêt objectif à vérifier ce type d'éléments pour l'évolution de leur marché, de leur travail. Au niveau des Kennel Club, nous avons bien sûr toutes les données concaténées au niveau mondial d'évolution des chiens. Alors effectivement, on n'a qu'une facette. On a la facette des chiens de race, des chiens qui sont suivis dans la sélection. Mais quelquefois, nous avons des éléments à côté qui nous permettent d'avoir des appréciations sur l'évolution des cheptels. On peut dire à l'heure actuelle que dans tous les pays, on va dire que les feuilletons américains ont amené, bien sûr, à leur époque, le modèle du pavillon avec la voiture, la famille, le chien et tout ça. Donc les Français ont souhaité rejoindre ce modèle de la famille, le pavillon avec le chien, en sachant que nous sommes un pays qui a toujours eu un très gros taux de possession de chiens et de chats. Nous sommes en Europe le pays qui est le plus amateur, on va dire, d'animaux. Là-dessus, on a des races, on voit dans l'évolution des races, par exemple dans l'évolution des modes, ou selon les pays également, on retrouve à peu près les mêmes races qui se développent. Alors, ça a un désavantage, c'est que par exemple, sur 200 000 naissances, là où il y a 15 ans ou 20 ans, on avait par exemple 50 races pour faire les 100 000 premières naissances. Maintenant, ça va être 25 races. C'est-à-dire que les races les plus plébiscitées par le public se développent de plus en plus. Et les races locales, peu connues ou qui intéressent moins les gens, se développent moins. En clair, nous, la France, par exemple, qui avons 60 races nationales, nous sommes le premier pays au monde à avoir autant de diversité raciale dans les chiens. Eh bien, nos races, nous les aidons, elles sont vulnérables en fait. Parce qu'à l'heure actuelle, avoir un barbet, avoir par exemple les chiens à poil dur, ils rentrent, vous êtes allé vous balader en forêt, ils rentrent dégueulasses. Alors avant, il était dans l'étable à l'entrée de la ferme, il avait le temps de se sécher. Maintenant, il doit rentrer dans la voiture, ensuite il doit aller dans l'appartement. Donc on va préférer un labrador par exemple, parce qu'il y a un coup de serviette, et puis c'est voilà. Donc il y a toutes ces évolutions-là. Alors, on ne fait pas toujours le ratio, mais nous avons déjà fait KICAD, par exemple, le ratio race par race de la présence des chiens de race par rapport aux chiens d'apparence raciale ou des chiens croisés bâtards. Voilà. Donc, on peut retrouver... Alors, sur demande, on nous le demande parfois, on peut avoir des éléments de comparaison, effectivement. Voilà. Est-ce qu'il reste encore une question ou on vous laisse manger tranquillement? Oui. Oui, Alexandre, j'ai deux questions sur le streaming. J'ai une première question de Claude Pachtot. Claude Pachtot de Santévet qui voudrait savoir, la centrale s'est mobilisée en faveur des réfugiés ukrainiens et de leurs chiens. Et est-ce qu'on aurait un premier bilan des actions qui ont été menées ? Oui, bien sûr. La centrale a été très affectée par ce qui s'est passé et qui continue à se passer en Ukraine. On veut s'inscrire absolument dans le long terme parce qu'on a bien compris, je pense, tous que malheureusement, vu les dégâts qu'il y a en Ukraine, même si cette guerre devait s'arrêter prochainement, les dégâts sont tels que les soins aux animaux vont être compliqués pendant encore de nombreux mois, voire de nombreuses années. La centrale canine a déjà abondé un fonds mis en place par la Fédération cynologique internationale. Et puis, grâce à ses partenaires Agria et Royal Canin et de toutes ces associations affiliées, que ce soit des territoriales ou que ce soit des clubs canins, nous avons récolté un fonds qui maintenant, donc il y a eu à peu près 35 000 € qui ont été donnés par nos associations affiliées. La centrale canine a décidé, enfin son comité a voté il y a peu de temps que pour 1 € donné par ces associations affiliées, la centrale canine abonderait d'1 € et Royal Canin vient de nous dire la même chose, ce qui veut dire que nous allons avoir dans les semaines qui arrivent pratiquement 100 000 €. On va pas être loin des 100 000 € et notre partenaire Royal Canin nous a proposé de nous vendre des croquettes à prix coûtant et réellement à prix coûtant et donc nous allons pouvoir avoir un camion de 25 tonnes donc qui est déjà parti
produits pour les chiens d'Ukraine. Et en gros, nous avons pour les 6 prochains mois de quoi avoir un camion par mois qui est de 25 tonnes qui part pour les chiens d'Ukraine. Et nous faisons ça en partenariat avec les Kennel Club. Si je me souviens bien, André, tu me corriges, c'est la Pologne et la Hongrie avec lesquels nous avons des partenariats étroits qui nous permettent d'avoir un distributeur local pour que les croquettes aillent bien aux chiens et qu'il n'y ait pas de problème particulier. Alors une autre question en ligne. Il y a une question sur l'échantillon du baromètre. Peut-être, Fleur-Marie, tu peux le rappeler? C'était 1000 Français représentatifs en termes de classe d'âge, de CSP, etc., etc. Et puis, toujours une question de Christine Hiss d'Animalist Magazine. Avez-vous prévu quelque chose pour limiter les hypertypes ? Alors, le combat contre les hypertypes, il ne commence pas aujourd'hui et ça fait plus d'une vingtaine d'années que nous combattons les hypertypes, qu'ils soient... parce qu'on pense toujours à l'hypertype, à ce bulldog qui a le nez écrasé. L'hypertype, c'est pas ça. L'hypertype, c'est tout ce qui va dévier du standard et qui va poser des problèmes de santé. Donc, ça peut être un chien avec des angulations trop importantes, ça peut être un chien trop maigre, ça peut être un chien qui respire mal. Ça fait plus de 20 ans que nos juges sont formés à lutter contre les hypertypes. Le problème de l'hypertype est compliqué parce qu'il y a plusieurs acteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a le consommateur qui a envie d'avoir un chien parce qu'il faut reconnaître que certains hypertypes sont mignons. En tout cas, la bouille est particulière et les gens recherchent ça. Et quand les gens recherchent, il y a des gens pour les produire. Ce ne sont pas forcément des grands éleveurs, mais en tout cas, il y a une production parce que ça se vend. Et puis, il faut bien battre sa coulpe aussi. Il y a les vétérinaires qui aident aussi certaines reproductions qui ne pourraient pas avoir lieu dans la nature. Je pense au bulldog anglais, par exemple. Il faut une aide du vétérinaire. Donc, il faut faire attention aussi aux soins vétérinaires qui peuvent se développer et qui peuvent favoriser les hypertypes. Et puis, bien entendu, il y avait les juges. Il ne faut pas les mettre en avant. Donc, c'est tout un ensemble de facteurs contre lesquels il faut lutter pour lutter contre les hypertypes. Il faut faire attention aux prises de décision à l'emporte-pièce qu'on peut voir dans certains pays scandinaves qui maintenant veulent interdire l'élevage de certaines races. Et alors, ils interdisent l'élevage, mais pas la possession. Ça veut dire que dans ces pays-là, vous n'avez plus le droit d'élever une race. Alors, il y avait le bulldog français, il y avait le Cavalier King Charles qui était cité. Donc, vous n'avez plus le droit de les élever, mais vous avez le droit de les importer. Et qu'est-ce qu'il y a de plus louche qu'une importation sur ce que vous ne pouvez plus gérer? En tout cas, par exemple, la centrale canine ne peut pas gérer correctement les importations. Et plus on a d'importations, plus on a des risques d'avoir des chiens, 1, d'apparence raciale, et 2, des chiens hypertypés. Il faut bien comprendre aussi que dans les hypertypes, vous avez certes des chiens de race, mais vous avez aussi énormément de chiens d'apparence raciale, qui n'ont pas de papier et pour lesquels nous n'avons aucun suivi et aucune mainmise. C'est aussi l'intérêt de la maison du chien. C'est de pouvoir avoir un regard sur ces chiens qui ne sont pas inscrits au livre des origines pour pouvoir informer les propriétaires, informer les producteurs. Parce que plus vous aurez de chiens, et on a bien compris qu'il y avait à peu près entre 30 et 40% de chiens LOF, dans ma pratique quotidienne, lorsque j'opère des chiens pour ce voile du palais, là, ces chiens brachycéphales qui n'arrivent pas à respirer, eh bien, 6 à 8 fois sur 10, ce sont des chiens qui ne sont pas de race. Et on les opère d'hypertype, mais ce ne sont pas des chiens de race. Donc il ne faut pas associer hypertype avec chien de race. Bien sûr, il y en a, on ne va pas non plus se cacher derrière notre petit doigt, mais c'est une lutte globale. Et la maison du chien a toute sa place. Quand je vous parlais que la maison du chien peut apporter une amélioration de la santé de tous les chiens, eh bien c'est exactement ça. Et c'est exactement la volonté qu'a la centrale canine aujourd'hui. Merci Alexandre. Une dernière question de Dominique Holmes, de Marie-Claire Idé. Elle a constaté que chez nos amis britanniques, la tendance dog-friendly est très développée, que les hôtels, les restaurants, les parcs publics accueillent les chiens et que les propriétaires de chiens britanniques respectent les sites et ceux qui n'ont pas de chiens. Elle n'a pas tout à fait la même vision des choses en France et elle aimerait savoir comment éduquer les propriétaires. Ah, c'est une grande question. Éduquer les Français, c'est pas facile. Hein. Il y a plusieurs ministères qui se cassent les dents régulièrement. Hein, comment les éduquer, les Français? Enfin, nous, on est un pays latin aussi, alors c'est peut-être plus compliqué. C'est certainement plus compliqué que dans des pays scandinaves.
Ceci dit, il y a d'énormes progrès qui sont faits quand même. Dans la plupart des villes maintenant, vous avez des petits sacs à crottes, vous avez des zones où les chiens peuvent faire leurs besoins. Il y a quand même moins de, enfin, j'ai l'impression quand même qu'il y a quand même moins de déjections canines qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 30 ans dans les villes. Donc je pense qu'il y a quand même un progrès. Quand je vous parlais que la centrale informe, le but aussi c'est d'aller dans les écoles, parce que je pense que les premiers à éduquer, peut-être aussi les plus simples à éduquer, ce seront les enfants. Donc je pense que là il y a tout un programme et on est en train de le mettre en place et on va essayer d'en lancer des nouveaux. On a en tête le Loupi. Loupi, vous verrez prochainement, mais ce sera peut-être l'occasion d'une prochaine conférence de presse dans 1 an ou 2. C'est notre petite mascotte que l'on peut remettre aux enfants avec une application éducative. On est en train d'y réfléchir justement pour éduquer les enfants, parce que je pense que si on arrive à éduquer les enfants, on arrivera sûrement à éduquer les futurs adultes, mais en plus les adultes actuels, parce que si l'enfant il dit maman il y a Kiki numéro 4 qui a fait caca dans le couloir, on va peut-être le ramasser. Donc ça c'est bien. Enfin c'est plus Kiki numéro 4, maintenant c'est Beethoven. J'ai compris. C'était avant Kiki. Merci Alexandre. Allez, toute dernière question avant de vous laisser déjeuner. Dominique Holmes, toujours pour Marie-Claire Idé, nous dit qu'à l'heure où de nombreux chiens se retrouvent abandonnés au moment des vacances, comment ne pas privilégier la communication au bénéfice des refuges et des SPA plutôt que des éleveurs? Alors là, là je vais être très clair, il n'y a absolument pas à opposer l'un et l'autre. Ce ne sont absolument pas, les mêmes personnes qui veulent un chien, ce ne sont absolument pas les mêmes attentes, et là il y a de la place pour tout le monde. C'est ce que j'expliquais, je pense qu'on peut avoir un cœur assez grand pour avoir un chien de race et un chien pas de race à la maison. Actuellement, moi j'en ai 8 à la maison, je les aime tous les 8, et mon premier chien n'était absolument pas de race. Je pense que c'est un choix très personnel, et je trouve que ça ne m'intéresse pas de les opposer. Je trouve que c'est justement pas le bien-être, qu'il soit canin ou humain finalement. J'espère que vous avez pu apprendre plein de choses, et puis à bientôt.